Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais être honnête avec vous, en fait c'est la deuxième fois que je tourne cet avis lecture parce que je me suis pas rendu compte, mais au premier tournage j'avais pas enclenché la prise du micro jusqu'au bout, ce qui fait que la prise de son est vraiment très moyenne. J'aurais pu essayer de sauver un petit peu des bouts éventuellement en traitant sur l'ordi, etc. Mais ça avait l'air vraiment pas tip top et je pense qu'au final je vais passer autant de temps à essayer de récupérer des morceaux de son et potentiellement pas l'intégralité, plutôt que de retourner la lecture dans son intégralité, donc me voilà. Si j'ai l'air un petit peu blasée à des moments, c'est juste parce que j'aime pas particulièrement me répéter, mais donc on va commencer tout de suite, vu que j'ai quand même 3 romans et un graphique à vous présenter. Le premier roman de cet avis lecture, c'est Angor de Franck Thillier. On est ici sur le 4e tome des aventures communes de Franck Charcot et Lucie Hennebel. Je suis vraiment très contente de les retrouver. Vous savez que Franck Thillier, c'est un de mes auteurs de thriller préférés. Franck Charcot, a fortiori, c'est un de mes personnages, si ce n'est mon personnage de thriller préféré. J'aime un petit peu moins Lucie Hennebel, mais force est de reconnaître que leur duo fonctionne vraiment très bien. On va suivre deux enquêtes en parallèle. D'une part, on va suivre l'enquête de Franck Charcot, qui va découvrir avec ses autres collègues du 36 quai des Orfèvres une jeune femme qui semble avoir été retenue prisonnière pendant potentiellement plusieurs mois, voire plusieurs années, sous un arbre, donc sous terre, dans un espèce de petit souterrain, au point qu'elle est devenue aveugle, parce que ses yeux ne voyaient plus la lumière du jour. Elle est complètement malnutrie et émaciée, elle a perdu l'usage de la parole, elle est terrorisée, bref, il se demande évidemment qui a pu la laisser là, et surtout, si elle avait été kidnappée, donc pourquoi cette personne n'est plus venue s'en occuper, quel était le but derrière, et où est forcément le coupable. D'autre part, on va suivre l'enquête de Camille, qui est une jeune gendarme qui vit dans le Nord. Camille est née avec un problème au cœur, et plusieurs années avant que l'enquête démarre, elle va se faire greffer un nouveau cœur. Le problème, c'est que quand on commence, on se rend compte qu'elle a des problèmes justement avec ce nouveau cœur, et son médecin pense éventuellement à un problème de rejet, ce qui est évidemment très inquiétant. Et surtout, ce qui pose problème à Camille, c'est que depuis plusieurs mois, elle a des rêves dans lesquels elle voit notamment une jeune femme qu'elle n'a jamais vue, et elle commence à se demander si ça pourrait éventuellement avoir quelque chose avec ce nouveau cœur que son organisme semble rejeter. Donc elle va commencer à lancer une enquête un petit peu personnelle, donc avec les ressources de la gendarmerie, mais pour résoudre ce problème qui semble la toucher de très près. Je ne vous explique pas comment les deux enquêtes vont se rejoindre, sachez simplement qu'elles vont se rejoindre. Et en toile de fond, on a également Lucie. Lucie a accouché de 2 jumeaux quelques mois plus tôt, elle est sur la fin de son congé maternité, sauf qu'elle vit très mal le fait d'être à la maison, tandis que Franck Charcot, lui, est sur le terrain, et donc elle va un petit peu essayer de s'immiscer comme elle peut dans l'enquête, et ça va pas forcément être très simple, ni beaucoup plaire à Charcot, mais donc je vous laisserai découvrir exactement ce qui se passe sur ce thème-là. Je m'arrête là pour l'intrigue en elle-même, je vais vous donner quelques lignes très générales sur les questions abordées dans ce roman. Si vous avez des connaissances en médecine, alors le titre peut vous donner un gros indice sur la thématique du roman. Moi, je ne vous en dirai pas plus parce que je ne connaissais pas ce mot à l'origine, et j'étais très contente de ne pas m'être fait spoiler d'entrée la thématique, mais voilà, si vous l'avez, ça vous donnera quand même un indice. Et l'autre indice très général que je peux vous donner, c'est qu'à un moment, on va se retrouver en Argentine, et on va notamment traiter de la question de las locas de la Plaza de Mayo, donc les folles de la place de Mai, autrement connues sous le nom de mères de la place de Mai. Je ne vous en dis pas plus, sachez simplement que comme d'habitude chez Franck Thillier, c'est très bien ficelé, très bien construit. Évidemment, moi je n'ai aucune connaissance scientifique, donc je ne peux pas juger de l'exactitude de ce qu'il avance sur ce point-là, mais en tout cas ça m'a l'air cohérent. Et pour ce qui concerne l'aspect historique, et notamment en Argentine, là je peux vous confirmer que oui, c'est très bien recherché et très bien construit. Bref, comme d'habitude, c'était un excellent moment, je suis toujours très contente de retrouver Franck Charcot et Lucie Hennebel. Là, je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 en tout, et je serai à jour. Je ne sais pas combien Franck Thillier compte en publier encore, mais tout ce que je sais, c'est que je serai très triste le jour où je n'aurai plus de romans de cette saga, parce que c'est vraiment une saga très efficace, et dans laquelle je passe toujours un très bon moment, même si en général elle me fait me poser de sacrées questions, et surtout elle me fait remettre en question pas mal de choses. Donc voilà, vous l'aurez compris, vraiment une excellente lecture pour moi. Ensuite, j'avais envie de changer de genre et de registre, et je me suis lancée dans
The 10,000 Doors of January de Alex E. Harrow. Cette autrice, je l'avais découverte l'année dernière, au tout début de l'année 2021, avec The Once and Future Witches, qui avait été un très joli coup de cœur. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si vous cherchez un roman qui traite de la chasse aux sorcières d'un point de vue historique, avec tout de même un aspect fantastique, mais surtout un gros aspect lié aux droits des femmes et au féminisme, eh bien écoutez, The Once and Future Witches est fait pour vous. Je trouve qu'on n'entend pas assez parler, celui-là vient d'être traduit en français, j'espère que The Once and Future Witches pourra l'être, parce que je pense qu'il pourrait plaire à vraiment un très très grand nombre, et si vous lisez en anglais, eh bien foncez, The Once and Future Witches, c'est vraiment une très très belle lecture, donc j'en reviens à celui-là. J'avais forcément des attentes assez élevées au vu de ma première expérience avec l'autrice, et finalement ça a été un petit peu plus compliqué que ça, vous allez voir, pas forcément une mauvaise lecture, mais en tout cas plus compliqué. Dans ce roman, on suit January, qui est une jeune fille, quand on la rencontre, elle est enfant, et ensuite la majorité de l'intrigue se passe quand elle a 17 ans. Elle vit aux États-Unis au début du XXe siècle, et elle a une vie un petit peu spéciale dans la mesure où son père est chasseur de trésors slash archéologue, et qu'il a été employé par un homme très riche et très puissant, et cet homme s'est un peu entiché de January et a décidé de la prendre avec lui et de l'élever un petit peu comme sa fille. Donc le père de January est constamment en voyage, elle le voit très peu, et elle reçoit une éducation un petit peu bourgeoise de la part de cet homme, avec qui elle n'a pas forcément une mauvaise relation, loin de là, mais en attendant, c'est quand même une situation très particulière, elle est un petit peu déchirée entre la loyauté et la reconnaissance qu'elle a envers cet homme, et aussi la profonde affection qu'elle a pour son père, mais le problème c'est que ce père, elle ne le voit quasiment jamais, elle peut passer des mois et des mois sans avoir aucune nouvelle de lui, donc vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué pour elle de se construire au milieu de tout ça. Et en plus, pour rajouter à cette situation déjà difficile, January a une couleur de peau que le monsieur qui l'élève décrit un petit peu comme indéfinissable, c'est-à-dire qu'elle n'est ni noire ni blanche. On ne sait pas vraiment où la placer sur le dégradé des couleurs acceptables à l'époque aux États-Unis, donc ça rajoute encore à ce statut un petit peu particulier qu'elle a au sein de la société. Jusqu'au jour où, pendant un petit voyage avec le monsieur qui l'éduque, elle va découvrir au milieu d'un champ une porte. Elle va ouvrir cette porte et derrière cette porte, elle va voir un océan et elle sent que cet océan un petit peu l'appelle, qu'il y a quelque chose de particulier de l'autre côté de cette porte, sauf qu'elle va prendre peur, elle va la refermer et on va apprendre quelques temps plus tard que cette porte a été détruite. Mais January décide un petit peu de ranger cet incident au fin fond de ses souvenirs, de ne plus y penser, jusqu'au jour où elle va découvrir dans la maison, caché au fond d'une malle, un livre qui traite justement de la question de ces portes et qui est un petit peu étrange dans la mesure où l'auteur se prétend scientifique, chercheur et spécialiste sur la question des portes et affirme venir lui-même d'un monde qui serait caché derrière l'une de ces portes. Et il présente ce manuscrit un petit peu comme une anthologie en quelque sorte sur la question des portes et des relations entre ces différents mondes. Et on va se rendre compte que ce qui est écrit dans ce livre par ce monsieur pourrait être lié à la vie de January. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue en elle-même. Si vous avez déjà lu The Starless Sea, donc La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, vous vous êtes peut-être dit que il y a des ressemblances, et effectivement il y a des ressemblances, notamment sur cette question de passage entre notre monde et d'autres monde, et sur le fait que l'on a un enfant qui va refuser une première fois d'accéder à un autre monde et qui ensuite va se retrouver de nouveau confronté à l'existence de ces portes. Certes, il y a là aussi des histoires de famille et une romance en trame de fond, mais c'est beaucoup moins touffu, beaucoup moins dense que The Starless Sea. Il y a un aspect méta vis-à-vis de la question des livres et du rôle des histoires que l'on retrouve dans The Starless Sea, bien évidemment, c'est même le fondement de The Starless Sea, mais c'est un peu moins développé ici. Pour moi, en fait, ce qui avait fait la beauté de La mer sans étoiles, c'était justement ce côté un peu bizarre, très dense, très complexe, et au final, c'est ce qui m'a manqué ici. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur et que à la fois il y avait un problème de rythme. C'est surtout ça qui m'a gênée, c'est que j'ai mis quasiment une semaine pour lire ce livre, alors que vous le voyez, il n'est pas très long du tout, il fait moins de 500 pages. Parce que en fait, j'ai traîné sur la première moitié, j'avais pas franchement envie d'y retourner, je me sentais pas impliquée dans l'histoire de January, et je suis bien consciente que c'est lié à la construction du livre elle-même, c'est-à-dire le mélange entre l'histoire de January et les extraits du livre, sur les portes qu'elle est en train de lire. Mais donc voilà, pendant une bonne moitié du roman, je me suis un petit peu ennuyée
m'ennuyer, jusqu'à qu'enfin ça s'accélère et ensuite j'ai dévoré la fin. C'est ce qui fait que ça reste une bonne lecture parce qu'au final j'ai passé un très bon moment et surtout j'ai trouvé que les personnages étaient attachants. Il y avait des questions importantes abordées dans ce roman, notamment concernant le racisme et la tolérance, concernant l'appropriation culturelle, ce genre de choses. Bref, j'ai beaucoup aimé tout cela, mais je pense que avec un rythme différent, ça serait beaucoup mieux passé. Et surtout, j'aurais aimé un petit peu plus de densité, comme dans La mer sans étoiles, pour que ça soit réellement un coup de cœur. Là, on n'est pas du tout sur un coup de cœur, on est sur une très très bonne lecture, mais sans plus. Mais donc voilà, si vous avez lu La mer sans étoiles et que vous l'avez trouvé justement trop méta, trop dense, que vous aviez du mal à voir où ça allait, et bien celui-là aborde un petit peu le même genre de sujet, avec un petit peu le même genre de dynamique entre les personnages, mais c'est beaucoup plus accessible entre guillemets. Ça reste très joliment ficelé et l'écriture est vraiment très très efficace. Ça, j'adore le style de Alexei Harrow. Simplement, voilà, si vous aviez trouvé que The Starless Sea en faisait un peu trop, et bien celui-là est peut-être davantage pour vous. Donc voilà, pas les lectures du siècle, mais ça reste vraiment un très bon moment à passer. Ensuite, un livre dont j'attendais la sortie depuis très très longtemps. Je me le suis procuré il y a un mois et j'ai pas pu le faire traîner davantage. Il s'agit de Date with Betrayal de Julia Chapman, donc le tome 7 de Dale's Detective Series, en français Les Détectives du Yorkshire. J'ai été trop contente de pouvoir lire ce livre. Je l'ai dévoré en 2 après-midi, pourtant j'avais bien d'autres choses à faire, mais voilà, surtout la deuxième partie, je n'arrivais plus à la lâcher. Ça va être dur de vous en parler sans trop vous spoiler, parce que évidemment on est sur un tome 7, donc j'ai pas envie de vous gâcher l'intégralité de la surprise, mais je vais essayer de vous donner quand même quelques pistes. À la fin du tome 6, on apprend que Samson est en grand danger, et donc dans ce tome 7, Delilah va échafauder un plan pour le protéger. On va avoir, et c'est ce qui m'a beaucoup plu, pas mal d'évolutions dans les relations entre les personnages. On va apprendre pas mal de choses, notamment sur le passé de Samson et de sa famille, et on va avoir beaucoup de réponses à des questions que l'on se pose depuis très longtemps. Et je pense que je ne suis pas la seule si je vous dis qu'il y a quelque chose qui se produit enfin, que l'on attend potentiellement, peut-être pas depuis le premier tome, encore que si je suis honnête, si, depuis le premier tome, donc quelque chose qu'on attend depuis le premier tome, ça y est, ça se produit et ça a l'air de se confirmer. Bref, j'ai adoré, c'est toujours aussi efficace. Dans ce tome, il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Julia Chapman a utilisé une espèce de jeu temporel avec des flashbacks, des flash-forward, des flashbacks, des flash-forward, ce qui fait que ça marche très très bien avec des chapitres ultra courts, avec des changements de perspective. Bref, c'était vraiment très bien ficelé. Et quelque chose que j'ai adoré dans ce tome, c'est qu'on a un grand rôle qui est donné à Ida Capstick. Donc c'est la dame qui est en charge du ménage pour l'agence de détective de Samson et l'agence de rencontre de Delilah. Donc elle a déjà un très grand rôle à jouer et c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un de mes personnages préférés. Je l'ai trouvée particulièrement touchante dans ce tome-là. Elle commence un petit peu à s'ouvrir et vraiment j'ai trouvé ça très bien fait. Et on a également un grand rôle donné à Tolpuddle, donc le chien de Delilah, et comme toujours c'était à mourir de rire mais aussi très touchant et très bien fait. Comme d'habitude, il y a quelques invraisemblances, quelques raccourcis. Quand on y réfléchit d'un point de vue procédural et juridique, ça tiendrait pas 30 secondes, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on lit les détectives du Yorkshire. J'aime beaucoup les personnages, j'adore le décor, j'adore l'ambiance. La plume de Julia Chapman est toujours aussi efficace. Donc je sais pas ce qu'il vous faut si vous n'avez pas envie de lire cette série, et ben je sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais en tout cas voilà, si vous n'avez jamais testé, foncez, et surtout si vous cherchez une saga pour commencer le Cozy Mystery, eh bien celle-là sera parfaite. C'est vraiment une de mes préférées, et ça va être très dur d'attendre jusqu'à l'année prochaine pour moi. Et on en arrive au dernier ouvrage de cet avis lecture, il s'agit donc d'un graphique. Il s'agit de Secrets of Magical Stone de Marimu. On est ici sur un petit manga chez Dupuis. Dans ce manga, on va suivre Mana, qui est une jeune fille qui vit dans un monde où les pierres précieuses sont omniprésentes et vraiment très importantes, dans la mesure où ce sont elles qui permettent entre autres de fournir l'énergie, par exemple pour pouvoir alimenter le moteur d'engins volants. Voilà, c'est une des applications des pierres précieuses, mais elles servent vraiment à beaucoup de choses. Et Mana a un don très
très particulier dans la mesure où ses yeux lui permettent de détecter en quelque sorte les pierres précieuses, même assez loin. Voilà, les pierres précieuses se mettent à scintiller dès que Mana s'en approche, et pour ça, elle va intégrer l'école qui forme les futurs chasseurs et spécialistes de pierres précieuses de ce monde. Sauf que Mana a seulement été acceptée vis-à-vis de son don, tandis que les autres élèves, eux, ont eu à suivre une formation, à passer un examen d'entrée. Donc elle est vue un petit peu comme celle qui arrive comme un cheveu sur la soupe, alors qu'au final, on va se rendre compte qu'elle n'a pas beaucoup d'autres talents que ce don de voir les pierres précieuses. Elle est extrêmement maladroite. Bref, c'est un pitch de Magical Girls comme on en a déjà vu tant d'autres, et en ça, c'était pas forcément inoubliable, loin de là. C'était sympa, on passe un bon moment, honnêtement, moi ça m'a fait passer une bonne petite demi-heure, 3/4 d'heure dans mon bain plein de mousse, mais je suis même pas sûre de lire la suite. Si j'ai l'occasion, c'est-à-dire si je trouve facilement la suite, je lirai, mais je me précipiterai pas dessus du tout, c'est pas une priorité. L'histoire reste classique. Moi, ce qui me parlait au début, c'était justement que ça tourne autour des pierres précieuses, mais au final, ça pourrait être des créatures, ça pourrait être, je ne sais pas, des plantes magiques, ça serait exactement la même histoire. Il n'y a rien qui soit vraiment propre aux pierres précieuses. Il y a quelques fiches dans le manga qui donnent un peu l'impression que on a voulu donner des pouvoirs particuliers aux pierres, comme en lithothérapie, mais j'ai trouvé ça fait de manière un petit peu maladroite, et surtout ça n'a pas franchement d'impact sur l'histoire, ou en tout cas j'ai pas trouvé ça très poussé ni très construit. Donc voilà, c'est juste un moment agréable à passer, mais sans plus. Je vais vous montrer quelques planches quand même, vu qu'on est dans un manga, ça reste important. Le design, là encore, est pas très original, on a vu ça des dizaines de fois, comme je vous le disais, dans d'autres séries de Magical Girls. C'est sympa, c'est efficace, mais ça reste classique. Les planches que j'ai trouvées un peu plus jolies et plus originales, ce sont par exemple quand elles sont dans la forêt pour chercher les pierres, voilà. Là, ça avait un peu plus d'intérêt, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas du tout inoubliable. Si vous cherchez un petit manga pour vous faire une petite pause, passer un petit moment sympa avec une tasse de thé et des biscuits, ça fait le job, mais il faut vraiment pas lui en demander plus, en tout cas pour moi. Donc voilà, c'en est tout pour cet avis lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et si certains vous font envie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très important. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!